Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, Sabah al Khair, bon début de matinée, le temps se rafraîchit. Enfin, l'hiver est là, les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Les hivers deviennent généralement plus doux, plus courts et moins froids. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu des températures presque d'été, entre 28 et 29 jusqu'à 30 degrés. Des gens se sont même baignés. Pour vous dire, le dérèglement climatique, nous le vivons. Des gens se baignent en plein mois de novembre. Et il y a eu d'ailleurs un été chaud, mais l'hiver on le sent moins froid. Et d'ailleurs des incendies sont provoqués, comme celui de Tipaza qui a été provoqué. Il y a eu 29 incendies qui ont été signalés à travers plusieurs wilayas, touchant d'ailleurs forêts, broussailles et zones d'herbes séchées. Et c'est d'ailleurs le thème de service public ce matin. Vous pouvez intervenir au 021 48 15 15 pour nous en parler. Ils reviennent, ils étaient sur le terrain. Nous avons le lieutenant-colonel Bernaoui. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour madame, merci. Nous avons avec nous monsieur Saïd Fritas, il est sous-directeur de la protection forestière. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Et nous avons monsieur Boualem Saïr, chargé de mission auprès de l'Office national de météorologie. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Voilà, trois invités qui nous feront le point de la situation. Évidemment, l'allongement de l'été, ces températures qui vont peut-être changer. On annonce BMS ce week-end, il y aurait chute de neige et froid, mais cela perturbe. Et d'ailleurs, on va revenir sur cet incendie de Tipaza, comment il a été maîtrisé grâce aux hommes qui étaient sur le terrain. 10h06, Hakim Ben Moussa aux commandes de l'émission. Bedi Haddad vous accompagne dimanche, lundi et mardi de 10h à 11h dans Service public. Alors on démarre notre émission, on commence peut-être par le retour du colonel lieutenant Bernaoui. Merci d'être en direct avec nous. Alors vous revenez, vous étiez à Tipaza. Est-ce qu'on peut faire l'état des lieux, monsieur Bernaoui? Tout d'abord, bonjour, merci pour l'invitation. Concernant l'état des lieux actuellement, alhamdoulilah, donc il y a eu une maîtrise totale des incendies qui se sont déclenchés à travers plusieurs localités. Donc ça a commencé au niveau de Larat, près de Gouraya. Par la suite, il y a eu d'autres incendies, d'autres foyers enregistrés, notamment à Mselmoun avec 2 foyers. Et Hajrat al-Nos, c'était les forêts de Boukhlifa, Amarcha, ainsi que Bni Melik et d'autres localités. Ça a démarré d'où ça a démarré de Larat, pratiquement presque 11 heures. Et par la suite, à 14 heures, un deuxième foyer, 16 heures aussi, un autre foyer. Et jusqu'à 20h, 17h50, 19h50 plutôt, on a eu le dernier foyer à Hajrat al-Nos qui a pris de l'ampleur. Attissé par les vents violents qui n'ont pas arrangé les choses. Exactement. Oui. Donc, parce qu'il y avait un BMS en cours qui a touché plusieurs wilayas, notamment les wilayas de l'ouest, du nord-ouest plutôt, avec des vents sud-ouest. Avec l'augmentation de la température, ce qui a favorisé, ainsi que d'autres wilayas qui ont connu aussi plusieurs départs de feu, différentes horaires différents, notamment de l'Est, comme Djidjel, comme Béjaïa, comme Tizi Ouzou, et comme Médéa aussi, Alger, il y avait des incendies de broussailles, Ain Defla, Chlef, Rilizan aussi, et jusqu'à Tlemcen. Donc on a eu en 24 heures... Donc sur plusieurs wilayas, comment la protection civile, M. Bernaoui, lieutenant-colonel, comment on réagit? Quel est le plan d'action dès le départ? Parce qu'on sait qu'on n'est pas en été, qu'on est en plein mois de novembre, comment on réagit? Vous savez que pratiquement c'était le 31 octobre où on a allégé le dispositif de lutte contre les feux de forêt. Donc, mais on n'a pas levé tout le dispositif. Voilà. Et je remercie par l'occasion l'ONM avec les détails, les informations de précision, de pointure, qui nous ont permis d'avoir une réaction de réactiver les colonnes mobiles ainsi que les détachements de renfort aux interventions de lutte contre
les incendies de forêt. Parce qu'on se dit que non, c'est pas possible, voilà, néanmoins. Comme vous l'avez bien cité, Ouais. c'est-à-dire on ne connaît pas maintenant est-ce que c'est l'automne, c'est l'hiver, ou... parce que l'année passée, déjà en mois de juin, on a eu des inondations qui ont fait 8 morts. En 2023, on a eu deux feux la fin octobre, novembre aussi. Et donc, il faut tirer le son de ces intersaisons. Donc pratiquement avec le retour des températures élevées ainsi que les vents violents, donc il faut prendre ces précautions, c'est l'anticipation, c'est l'alerte, donc c'est ce qui nous a permis de mobiliser tant de moyens avec nos confrères des forestiers. Aussi, ils ont pratiquement la même disposition, la même réaction, et ce qui a permis de s'organiser et avec la montée en puissance des moyens, ce qui est le plus important. Ça veut dire, colonel lieutenant Barnaoui, ça veut dire dès qu'il y a le bulletin météo sous les yeux, départ d'un petit incendie, vous vous dites, il faut qu'on soit sur les... Oui, c'est l'analyse des données. Ce bulletin météo, il est valide du haut. Ça la période. Et les données, pratiquement, c'est des vents violents plus de 70 km, c'est ça? 70 km, c'est important. Dès qu'on aura peut-être un incendie, c'est-à-dire qu'on aura une provocation rapide. Et donc, il faut s'organiser, il faut mettre les moyens. S'il y a intervention, on est prêt, on est mobilisé. S'il n'y a pas d'intervention, on a fait notre boulot. C'est l'anticipation. Et par la suite, la montée en puissance des moyens, c'est-à-dire les différents départs, avec les moyens qui ont été envoyés vers Tipaza, notamment de l'unité nationale, puisqu'il y a deux colonnes mobiles, et Belida et Médéa aussi, même s'ils ont eu des incendies, donc avec l'analyse, les lieux, avec aussi l'analyse des cartes des moyens, des cartes des risques, donc ça nous a permis d'avoir des moyens, et on a eu même des moyens de Ridizan et de Chlef et de Ain Defla. Ce n'est pas uniquement les moyens de la protection civile, nos confrères de la DGF, ils ont eu les mêmes moyens. Les collectivités locales aussi, ils nous ont doté de moyens d'alimentation des camions citernes, même je pense Rilizan, Ain Defla, pas uniquement de Tipaza, Chlef. Donc, et d'énormes moyens, uniquement la protection civile, on avait 400 éléments. Et 100 engins. 400 éléments. Voilà. Alors, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de décès. Aucun décès n'a été signalé. Une commission pour évaluer les dégâts a été mise en place. Des équipes sont sur le terrain. Premier bilan, alors, près de 191 hectares de forêt, des arbres fruitiers détruits, alors que des familles ont été évacuées à titre préventif. Dites-nous, monsieur Saïd Fletas, je rappelle que vous êtes sous-directeur de la protection forestière. On peut peut-être décrire cet espace où il y a eu plusieurs incendies, Hadjrat al-Nas et les autres communes. D'accord, donc... Vous revenez aussi du terrain, merci d'être avec nous ce matin, je sais que vous avez été mobilisé. C'est notre devoir avec les collègues de la protection civile et tous les parties prenantes de la lutte contre les incendies. Revenons au bilan, il faut savoir, madame, que déjà par le dispositif de lutte contre les incendies, les éléments sont toujours sur le terrain, déjà pour assurer qu'il n'y a pas une reprise des incendies suite peut-être au vent, comme nous avons déjà témoigné ces derniers jours. Secondo, nos agents sont mobilisés avec les autres secteurs organisés dans des commissions pour faire le bilan, pour constater les dégâts, que ce soit sur les biens de la population en termes de surtout l'agriculture, parce que il faut savoir, madame, que si on va parler sur le bilan, nous constatons, je crois que mon confrère de la protection civile est d'accord sur ce point, le fait que nous avons, alhamdoulilah, enregistré aucun blessé, ça c'est déjà un bilan très positif, et c'est l'essentiel, parce que... À quel moment on décide d'évacuer les familles? Je crois que mon collègue va répondre sur ça, mais si vous permettez, madame, donc dans des conditions pareilles où il y a une sorte de méga incendie, la priorité de la stratégie, ça change. Donc c'est tout à fait normal qu'on essaie de protéger le patrimoine forestier. Mais la priorité, c'est toujours assurer la protection de la population, et par la suite leurs biens, et par la suite le patrimoine forestier. Donc c'était un méga incendie.
incendies, comme vous l'avez constaté. Et pour cela, nos agents, non seulement ils sont sur le terrain, il y a aussi un accompagnement de nos collègues, d'ailleurs je les cite ici, c'est les collègues de l'agence spatiale algérienne qui sont en train de aussi de faire la synthèse des cartes satellitaires pour constater le dégât, parce que il y a plusieurs groupes sur terrain pour faire le bilan exact. Donc pour le bilan, il est toujours c'est un bilan provisoire, préliminaire, jusqu'à on termine. Donc selon vous, il y aurait plus de 191 hectares? Non, pas forcément. Plus ou moins, c'est pour avoir l'exactitude, parce que la priorité toujours, c'est pour assurer l'intervention et pour assurer l'état normal. Des arbres fruitiers, il y a eu? Voilà, donc revenons à ce sujet, madame. Donc la nature de la forêt de Tipaza, qui est très belle. Exactement, c'est une forêt très belle et c'est une forêt habitée. Donc il y a une interaction importante de la présence de la population locale dans les forêts ou dans les alentours des forêts, y compris les biens, mais surtout les terrains agricoles. Donc c'est une forêt très belle, mais il y a aussi une agriculture très importante dans la région. Ça déjà, je dirais pas que ça complique l'intervention. De là, la réussite de l'intervention, et on tire chapeau de tous les secteurs et les citoyens qui ont participé à cette réussite de maîtriser la situation dans un temps très court. Mais généralement, quand il y a une forêt habitée, c'est-à-dire l'intervention est différente. Voilà, il y aura plus de dégâts vers tout ce qui est verger, et plus bien sûr la forêt, bien évidemment. Donc la forêt de Tipaza, si on parle de Tipaza spécialement, donc il y a la forêt, il y a le maquis, il y a le broussailles également. Et donc les incendies, quand ça touche une catégorie, c'est une stratégie à part. Quand ça touche toutes les catégories, y compris les terrains agricoles, c'est une approche à part. C'est ce que nous avons vu avec la protection civile, avec la stratégie. D'ailleurs, le secteur forestier assure disons, la première intervention, mais ils ne sont pas les seuls sur terrain. Mais quand la situation dépasse les normes, donc on s'aligne après la protection civile et on suit une stratégie nationale globale, une stratégie participative. Donc ça, c'est pour le bilan, madame. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on parle des changements climatiques, et le dérèglement beaucoup plus climatique, et je crois que mon collègue de l'ONM va parler sur ça. Donc pour ça, il faut préciser, madame, que même pour votre audience, que il y a la campagne de la prévention lutte contre les incendies qui s'étale de 1er mai au 31 octobre. Ça, c'est très clair. D'accord. Donc là, nous étions à 20 jours, à 15 jours à peu près de... Donc peut-être qu'il faut l'allonger maintenant, vu le dérèglement. On l'allonge, c'est ça, en fait, pour la campagne. C'est une campagne qui s'étale dans un temps précis, dans un espace précis, mais ça ne signifie pas que le dispositif est officiellement déplacé. Pour cela, c'est-à-dire, nous avons enregistré des incendies dans le mois de janvier, nous avons enregistré des incendies dans le mois d'avril, de février. Donc, le dispositif, il existe toujours, mais pas dans sa totalité par rapport au risque de l'été, parce qu'il s'agit juste d'avoir un étincelle et après, ça devient compliqué. Oui, d'ailleurs, je me tourne vers vous et je viens vers vous, Monsieur Saïr. Dites-moi, colonel, lieutenant Bernaoui, ça a démarré de quoi? Alors, est-ce que c'était une broussaille? Est-ce qu'on a une petite idée? C'est l'incendie a démarré. C'est un feu de forêt, carrément un feu de forêt. La région, c'était de la forêt. Par la suite, il y a eu, parce que c'est un cocktail pratiquement, il y a du broussaille pratiquement. Bien sûr, il y a des herbes sèches, il y a différentes essences, et aussi des espèces différentes des herbes, plutôt des arbres, pardon, pratiquement aussi avec un pourcentage élevé des épines, comme le pain d'Alep. Voilà, c'est des essences fragiles, inflammables, qui prennent rapidement, même avec leurs fruits, le scroco, quand il prend de la chaleur, c'est-à-dire ils éclatent, et voilà, c'est lui qui favorise c'est-à-dire la propagation. Et pour revenir à votre question concernant quand est-ce qu'on décide l'évacuation, c'est l'évaluation des risques. On a tous les données, c'est-à-dire que les données climatiques. Il y a des critères. Exactement, des critères. L'incendie, où se situe par rapport à la carte, et c'est-à-dire la vitesse du vent, la vitesse de propagation, avec nos confrères, c'est-à-dire la nature des essences. Donc, il y a
probablement les habitations les plus proches, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 10 minutes, peut-être une demi-heure, que c'est-à-dire ça peut propager vers. Donc, ça devient la priorité. Exactement, la priorité. Je me souviens quand on était à Stif avec monsieur le directeur général, donc on a arrêté la visite et il a eu contact monsieur le Wali, donc pratiquement c'était vers 13h, voilà, c'était l'heure de déjeuner. Donc il a pris la décision avec monsieur le Wali d'évacuer. Voilà, l'évacuation, avec nos confrères aussi des services de sécurité, la gendarmerie, la police, même le mouvement associatif qu'on salue. Donc c'était une organisation rapidement décidée, on va prendre cette population, elle est estimée à combien, et même les autres religions. Donc quand on a commencé l'évacuation à l'Arhat, c'était 20 familles, Hajrat al-Nas aussi 25 familles. On a eu au total 56 familles. 56 familles ont été évacuées. Voilà, le centre de formation de Cherchel, ainsi que le deux salles omnisport à Hajrat al-Nas et à Mselmoun, et une maison de jeunes aussi à l'Arhat. Donc rapidement aménagé, rapidement, c'est-à-dire pour qu'ils puissent être installés. Même l'évacuation, c'est-à-dire comment on procède à l'évacuation, avec quels moyens. Donc priorité aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes enceintes, les femmes aussi, les personnes malades. Donc déjà, même le mouvement associatif et les maires et les chefs de daïra, ils ont un listing, c'est-à-dire que l'emplacement des gens, surtout les habitations éparses, un peu éparpillées. Oui, bien sûr qu'ils sont. Il faut les joindre, il faut les joindre, il faut mobiliser les ambulances, même si on a en plein route, des fois, on a la fumée, on peut avoir des personnes accommodées, il faut les traiter, il faut l'évacuation vers les centres sanitaires. Alhamdoulilah, j'ai vu une organisation professionnelle. C'est très bien, mais dites-moi, juste pour rappeler aux auditeurs, quelle est la vitesse, monsieur Barnaoui, colonel-lieutenant, quelle est la vitesse de cette portée d'incendie? Je veux dire, dès que ça démarre d'une broussaille, comment ça peut atteindre rapidement? Une grande vitesse, avec les vents de 70 km/h, une grande vitesse. Moi, je me souviens, c'était en 5 minutes, même pas. C'était en pleine crête, sur le sommet. On a vu que les flammes, c'est-à-dire arrivé, on avait un dispositif, une ligne de front pour arrêter. Et d'un seul coup, nos confrères nous appellent par dire que, c'est-à-dire, il y a eu une propagation à la sortie. À la sortie, sur le ravin, même pas 5 minutes. 5 minutes, ça a atteint pratiquement la route nationale numéro 11. Ben oui, avec tout le dispositif qui a été, que ce soit la protection civile, nos confrères de forestiers, mais quand même, là, il y avait à travers, c'est-à-dire le broussailles, à travers les champs agricoles, et en ce temps-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Priorité, c'est sauvegarder les habitations, donc la ligne de front pour détourner les flammes, et aussi, donc l'évacuation, alhamdoulilah, on sait qu'il n'y a pas eu de famille, donc on est tranquille, on n'aura pas de victimes. On a eu des citoyens qui étaient à nos côtés, donc à chaque fois on les rappelle, restez à nos côtés, s'il vous plaît, restez à nos côtés, il ne faut pas... Jusqu'à qu'on intervienne. Voilà. Je reviens vers vous, monsieur, il est 10h26, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, le 021 48 15 15 est à votre disposition. Monsieur Boualem Saher, chargé de mission auprès de l'Office national de la météorologie, on peut juste rappeler quelle température nous avons eu les journées des incendies? Effectivement, donc, comme il vient de mentionner M. Barnaoui, concernant la journée du 13, donc le jeudi 13 novembre, donc sur la wilaya de Tipaza, c'est permettez-moi de vous donner ces informations relevées par la station de Gouréa qui est située à côté de quelques kilomètres à côté de Hajrat al-Nas. Donc on a enregistré une température de l'ordre de 33 degrés. 33 degrés. Assez élevé par rapport anormalement élevé par rapport à la moyenne du mois de Tipaza qui se situe autour de 20 degrés. Donc on était 10 degrés de plus. Oui, effectivement. Donc les vents étaient très très forts. Donc on a enregistré deux valeurs maximales. La première a été enregistrée vers 19h45 minutes avec 72 km/h, avec des directions de sud à sud-ouest. Et la deuxième a été enregistrée vers 4h30 du matin, donc du 14, avec une vitesse qui a dépassé, une vitesse qui a se situé autour de 80 degrés et des directions de ouest à sud-ouest. Concernant les humidités, le taux d'humidité était très très faible.
Donc on a eu une journée sèche, donc un temps sec. Donc tous les ingrédients y sont pour qu'un incendie se déclare. Effectivement, toutes les conditions étaient favorables pour la propagation et pour le départ du vent. Donc même pour le mois de novembre, il faut signaler qu'on a enregistré des précipitations qui n'ont pas dépassé les 5 mm du 1er novembre jusqu'à 16 novembre. Donc c'est des valeurs très basses, très faibles par rapport à la moyenne toujours du mois sur la wilaya de Tipaza, qui est de l'ordre de 60 mm. Donc vraiment les conditions étaient très favorables, avec déjà une journée très chaude et très sec. Et donc on s'attendait. Alors un bulletin comme ça, vous avisez, effectivement, vous travaillez en collaboration avec effectivement, la on travaille DGF, en étroite collaboration avec nos partenaires de la DGF ou de la protection civile, la DNRM et toutes les autorités. Donc on a envoyé, on a mis la journée du 13, la wilaya de Tipaza et quelques wilayas côtières sur zéro jaune, température canicule. Et on a envoyé un BMS sur le wilaya côtière entre Chilef jusqu'à Boumbotes, un bulletin spécial qui a vent gros public avec des vents forts, avec des vitesses de 60 à 70, avec même des rafales qui peuvent dépasser les 80 km par heure sur la période du 13, du 21h au mercredi à 2h d'après-midi. Allez-y, vous voulez réagir, monsieur Saïd Freitas? Oui. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la protection forestière. Merci, c'est juste pour rebondir sur la même thématique. D'ailleurs, c'est un témoignage personnel. On connaît la protection civile, l'armée nationale était présente, tout le monde était présent, mais même les collègues de l'Office national de la météorologie, ils étaient sur leur bureau, on était en contact direct, à part la prévision qui a été faite pour chaque 48 heures. Donc ça, c'est un témoignage que je tiens à le signaler. Et, le long de l'intervention, ils étaient avec nous, comme à l'image de la ZAL aussi. Donc pour cela, je veux juste porter à la connaissance des citoyens que tout simplement il y a une grande différence entre le déclenchement d'un foyer et la vitesse de propagation. Donc pour mettre quelle est la différence, pour qu'on sache. Donc parce que les gardes forestiers tournent en général. Vous êtes sur le terrain. Nous sommes un secteur opérationnel, c'est-à-dire on existe sur vous allez trouver toujours des forestiers jusqu'à la dernière commune en Algérie. Donc pour la propagation des incendies, ça nécessite des conditions climatiques défavorables qui dépassent les températures de 30 degrés, un vent qui dépasse déjà 45 degrés, ça devient compliqué. Alors là, on parle de 72 km à l'heure. C'est très important. Et plus, je crois que M. Bernaoui d'ailleurs était avec nous sur le terrain. Je crois que nous avons constaté même sur le terrain, c'est pas une question de vitesse du vent seulement, mais la direction du vent. Ça change et ça complique la stratégie d'intervention pour mettre le dispositif. Et pour, comment installer. Ça, c'est pour la propagation. Mais en Algérie, l'écosystème forestier, c'est un écosystème méditerranéen. Donc, méditerranéen par excellence. D'ailleurs, le Pendalab, ça représente la majorité de la Méditerranée, du patrimoine forestier de la Méditerranée. Donc, pour cela... Et il prend tout de suite. Il est inflammable rapidement. C'est une essence forestière naturelle, son existence est naturelle en Algérie et dans l'écosystème méditerranéen d'une manière générale et dans sa façon d'assurer la régénération. Et je dirais pas qu'il préfère, mais il s'adapte avec les feux. Donc, les cônes de Sroko que M. Bernaoui a déjà mentionné, quand il y a le feu, ça peut s'ouvrir pour donner une régénération. Donc, il y aura une réhabilitation par la suite. Mais ce que j'insiste à signaler, que la majorité totale des incendies dans l'écosystème méditerranéen, y compris celle de l'Algérie, c'est des incendies issus d'une action anthropique, c'est-à-dire à 90 jusqu'à 99%, l'étincelle ou bien le déclenchement est lié à une activité humaine, d'une manière directe ou indirecte, intentionnelle ou intentionnelle. Donc on peut juste donner l'exemple, M. Freitas, ça veut dire je suis agriculteur, je peux prendre un bout d'amas de désherbage, je peux allumer et ça peut prendre. C'est à partir de là, messieurs, si vous êtes doués. Parce qu'on sait qu'ils le font beaucoup, les gens. Actuellement. Voilà. Et c'est ça. Même pour les activités ancestrales de ce qu'on dit un peu d'arja et ferso, les arbres, c'est vraiment déconseillé quand il y a des conditions défavorables, des conditions climatiques de ce genre. Pas quand il y a du vent.
Oui. Bien sûr, oui. Quand il y a une température élevée et quand il y a le vent surtout, parce que tout simplement, s'il y a un point de départ, il va se propager. Et qu'est-ce qui propage les incendies? C'est bien évidemment les vents. Donc ça, c'est pour le nombre de foyers ou les points de départ, c'est une action liée à une activité humaine, d'une manière ou d'une autre. Par contre, la propagation, ça, où les conditions défavorables rentre en vigueur parce que tout simplement il faut s'adapter avec les conditions. Et ce que nous avons constaté même sur le terrain, même je salue le secteur de la protection civile, c'était pas une stratégie figée. Voilà ce qu'on doit faire et après il fallait la nature décide parce que et nous à s'adapter les humains bien sûr. Il est 10h33 minutes, une petite pause musicale et puis on revient vers vous. Service public s'intéresse aux incendies qui ont eu lieu à Tipaza et dans d'autres wilayas. Et nous allons essayer avant la fin de l'émission d'avoir quelques conseils en direction des agriculteurs ou des habitants avec ce dérèglement climatique. Comment il faut s'adapter quand on est en montagne et qu'est-ce qu'il faudrait faire. 10h33. Ce matin, on s'intéresse donc ce lundi dans Service public aux derniers incendies qui ont été d'ailleurs, qui ont évolué, une commission a évalué les dégâts qui a été mise en place, des équipes sont sur le terrain, on parle près de 191 hectares de forêt, peut-être un peu plus selon notre invité Saïd Fritas, des arbres fruitiers détruits, alors surtout, alhamdoulilah, les familles ont été évacuées à titre préventif selon la protection civile qui ont regagné leur domicile, aucun décès est à signaler, 10h30 minutes. Alors comment travaille-t-on, Monsieur Boualem Saïh, chargé de mission auprès de l'Office national de la météorologie, avec ces températures qui peuvent grimper, après qui peuvent baisser? On est en plein dérèglement climatique. Comment effectuons ce bulletin météo pour évidemment aviser la protection civile, aviser la DGF et d'autres secteurs où il est important d'avoir un bulletin météo? Effectivement, donc, on se base sur les données parvenues de différentes stations météorologiques qui sont à travers le territoire national. Oui. Donc on fait l'analyse des données de la situation réelle, actuelle. Et puis on se base sur des modèles numériques qui sont basés sur l'équation physique et mathématique. Et à partir de ces modèles, on fait la prévision de tous les paramètres météorologiques tels que les températures, le vent, le taux d'humidité et les précipitations. Et alors, quelle est la situation actuelle pour ce début de novembre? Effectivement, on est en train de vivre, déjà maintenant, on est sur BMS pluie sur... On est 17 novembre. Oui. Donc on avait des températures, la semaine passée, on avait des températures de 30. Assez élevées. Oui. Maintenant, on est en train de vivre, vu que des paramètres plutôt, disons, clément, mais on s'attend, Inch'Allah, à une baisse sensible de température à partir de vendredi samedi, avec l'arrivée d'une précipitation assez active et froide. Donc, des pluies, disons, orageuses qui sont attendues entre jeudi et samedi. Même les neiges, Inch'Allah, sont prévues aussi sur les reliefs. Mais ça reste toujours, Monsieur Saïh, perturbant. Parce qu'on va de l'extrême à l'extrême. Effectivement, on passe parfois des journées chaudes, voire caniculaires, à des épisodes pluvieux rapidement. Qu'est-ce que ça doit arranger, Monsieur Saïd Fritas, ce climat-là? Donc on était dans l'extrême, chaleur 31, vent et tout, et là après il y aura de la pluie, de la neige. Est-ce que c'est bon pour la terre là où il y a eu des incendies? Vous qui êtes spécialiste de la question. En fait, pour les incendies, quand ça touche le patrimoine forestier, parce que quand on parle des terrains agricoles, c'est une approche très différente. Il y a toujours l'assistance des agriculteurs. Pour les forêts, généralement, quand il n'y a pas une fréquence assez approcher des incendies dans un territoire donné comme la wilaya de Tipaza. D'ailleurs, ils ont eu un bilan très positif pour la campagne de prévention contre les incendies pour 2 ans successifs, et ça explique en quelque sorte l'efficacité de la stratégie de prévention contre les incendies durant la campagne. Donc pour cela, généralement la forêt elle connaît ses traces, c'est-à-dire quand il y a des incendies qui sont un peu éloignés
Donc la elle a le temps de se régénérer un petit peu. Exactement. Mais quand les fréquences des incendies se rapprochent de plus en plus, on perd plus de forêt et on va beaucoup plus vers le maquis. Et après, ça sera une dégradation. Et c'est là qu'on insiste toujours sur la citoyenneté, d'éviter toute cause d'incendie prévisible. Donc, est-ce qu'on peut récupérer un arbre fruitier, Monsieur Freitas, s'il est incendié? Justement, c'est pour ça que j'ai insisté qu'il y a la constatation sur terrain jusqu'à maintenant, parce que quand on a ce genre d'incendie aussi violent, généralement, ça brûle tout, mais la vitesse des vents, généralement, ça laisse aussi des traces on trouvera des arbres léchés. Donc vous voyez qu'elle est noire. Oui, mais on peut la récupérer. L'arbre est noir, mais on peut la récupérer. Donc ça, c'est la constatation qui va trancher. Est-ce que c'est récupérable ou est-ce que c'est pas récupérable. Pour la forêt, elle connaît ses traces. Et après, quand il n'y a pas une régénération, c'est là où le forestier intervient pour assurer la plantation, pour garder le patrimoine forestier. Quelle est votre action maintenant après les incendies? Qu'est-ce que vous devez faire en dehors de faire le bilan, de faire le constat? Donc vous accompagnez les agriculteurs. Ce qu'on appelle le poste incendie, bien évidemment, on va accompagner la population qui était touchée, y compris les agriculteurs, y compris la forêt. Donc pour cela, il y aura des travaux d'assainissement, il y aura un nettoyage de la forêt et laisser la place dans la forêt. Je parle dans la forêt, pas dans le patrimoine agricole. Laisser la place à la nature par rapport aux pluies qui vont arriver. Donc les pluies vont déjà nettoyer, et à partir de mois d'avril, de mois de mars-avril, on va constater est-ce qu'il y a une régénération naturelle, parce que le pin d'Alep, c'est une essence forestière connue par sa régénération rapide. Donc pour cela, on va constater à partir du printemps s'il y a une régénération, mais s'il n'y a pas une régénération, on va intervenir par la suite. Le problème, c'est que quand il y a le dérèglement climatique, on ne sait plus quelle attitude. Voilà. Exactement. D'ailleurs, juste pour rappeler, la forêt, c'est un écosystème vivant et fragile. C'est-à-dire, il n'y a pas que les arbres. Il y a tout un écosystème avec sa biodiversité, que ce soit faunistique ou floristique, qui ont une place dans la chaîne alimentaire écologique. Et toute perturbation, ça peut toucher d'autres choses dans le futur proche ou dans le futur loin. Je cite juste l'exemple pour le dérèglement climatique ou le changement climatique. La première espèce indicatrice du changement climatique, c'est l'abeille. L'abeille qui est en voie de disparition. Vous imaginez une température de 33 et après la neige, donc ça peut bouleverser son rythme circadien et son rythme biologique. On salue, il y a eu beaucoup d'apiculteurs qui sont du côté des montagnes. Nous avons vu, même, c'est pas pour protéger leurs propres biens. Il y a même intervention de ces agriculteurs ou des apiculteurs pour protéger la totalité des biens des gens, parce que auparavant, nous avons constaté que le citoyen, il était en quelque sorte un intervenant passif, c'est-à-dire maintenant il est actif, parce qu'ils se sont concernés. Exactement. Oui. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le colonel, lieutenant, est-ce qu'on commence par lieutenant ou colonel? Lieutenant-colonel. Félicitations. Oui, voilà, félicitations. Vous avez été promu le 1er novembre. D'ailleurs, on s'excuse, ce matin, on vous a annoncé commandant. Inch'Allah, Maktar. À quel moment on se dit qu'on a maîtrisé cet incendie? Oui, la protection civile se retire. Vous mettez... Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs phases. Il y a un déclenchement de l'incendie jusqu'à l'annonce de l'extinction. Donc il y a la phase de lutte, il y a la phase de maîtrise. Donc ça allait circonscrire l'incendie et baisser l'intensité des flammes. Et par la suite, il y a le traitement des fumerants ainsi que la braise.
Et quand La ce braise travail- peut être bah oui, dangereuse. bah oui, monsieur. bah oui, Vous avec- dites- oui, bah oui, voilà, c'est ça. oui. Si on néglige ce travail, notamment le déblaiement, c'est que c'est le travail des équipes pédestres. Après, c'est-à-dire avoir le travail des avions bombardiers, ainsi qu'avec les camions et les lances, et par la suite, c'est-à-dire on voit plus de flammes, il faut envoyer des équipes pédestres pour entamer, c'est-à-dire faire le travail de déblaiement, des fois couper des arbres, il faut les enterrer, les inonder avec de l'eau. Et pour éliminer toute source qui permet de renaître l'incendie ou bien se propager. Et par la suite, quand on finit ce travail, on met un dispositif de surveillance. Ça dépend des horaires, des fois de 12 heures, des fois de 18 heures, jusqu'à 24 heures. Après maîtrise de Après- l'incendie. Après maîtrise de l'incendie. Ok. Et par la suite, quand on s'assure qu'il n'y a pas un nouveau départ, donc on annonce que cet incendie est éteint. Donc D'accord. il y a plusieurs phases. Là, vous l'avez annoncé. Non, ça, Là, on a depuis- annoncé. Oui, On vous a l'avez annoncé le samedi, on a annoncé, c'est-à-dire que l'incendie a été complètement, tous les foyers ont été complètement éteints. Je voulais revenir sur une problématique et une chose que peut-être avec, c'est-à-dire ce dérèglement climatique, que c'est-à-dire avec les incendies, on peut avoir, c'est-à-dire le phénomène d'érosion du sol. Donc parce que, c'est-à-dire la végétation, elle protège, et solide le sol. Et quand on a des pluies torrentielles, on peut avoir, c'est-à-dire des érosions, par la suite des inondations, des crues. Donc ça, on le prend en considération, bien même sûr. que ça veut dire qu'on peut, par exemple, ce BMS, il est pris en considération par la Celui de protection jeudi civile. qui va Bah oui. arriver, oui. Les zones qui ont été touchées récemment par les incendies, est-ce qu'elle est concernée par ce nouveau BMS ou non? Si elle est concernée, donc il y a tout un dispositif. dispositif. Ah, Oui. bah oui. En principe, Bah, sur le conseil. Oui, monsieur bah Saïd. oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Bernaoui, pourquoi les autres wilayas, c'était pas aussi rapide que Tipaza? Parce que c'était pas qu'au niveau de Tipaza. Il y a Bah eu oui. d'autres wilayas où il y a eu des Il y a eu incendies, d'autres Tizi, wilayas, bah oui. Béjaïa. Des- C'était pas, pourquoi c'était plus rapide dans les autres wilayas que... Béjaïa, par exemple, on a eu 17 incendies Oui. entre forêt, maquis et broussailles. Pratiquement, c'était beaucoup plus de broussailles. Tizi, on avait 7 incendies. On avait à Djidjel aussi. On avait à Sokaras. On avait à Tébessa. Tébessa. On avait à Tlemcen. C'est-à-dire que le nombre de foyers, c'est-à-dire qui a touché la wilaya de Tipaza avec pratiquement 5 foyers plus importants, et la vitesse de propagation, même c'est-à-dire les moyens qui sont mis en place, donc ça diffère entre un incendie important et un incendie normal, c'est-à-dire qui peut-être un seul camion, 2 camions peuvent le maîtriser. Bah oui. Et l'emplacement de cet incendie, accessible, non accessible, terrain difficile, la propagation, c'est plusieurs facteurs dont pourront décider. Donc, même quand 17 incendies à Béjaïa, mais pratiquement, je voyais sur l'état national, donc il y a certains incendies qui ont été en 1h30, 2h30 atteints. D'accord. On a engagé uniquement un seul camion, un camion citerne de feu moyen maîtrisé. Mais quant à Tipaza, on va avoir 100 engins et 400 bonhommes avec aussi les moyens de nos confrères Des autres wilayas. des autres wilayas et des forestiers, des collectifs des locales qui menacent les habitations avec une propagation terrible. Donc c'est un incendie très important. D'accord. Est-ce que toutes les autres wilayas, colonel lieutenant Bernaoui, sont dotées du même, des mêmes, du même matériel? Même matériel. Toutes les autres wilayas, je veux dire, bien sûr. pour maîtriser. Il y a la première intervention de nos amis forestiers, d'accord. Il y a aussi, ils sont appuyés par la première intervention de l'unité de proximité de la protection civile, d'accord. Et par la suite, on analyse des données. En pleine intervention. En pleine intervention, vous analysez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même des fois, avant d'arriver à l'intervention, donc on peut demander de renfort. Le renfort de l'unité principale et même aussi faire sortir la colonne mobile qui est spécialisée pour l'extinction des feux de forêt. Et aussi, monsieur le directeur, avec le Centre national de coordination opérationnelle, lui propose, c'est-à-dire s'il a besoin de renfort. C'est son analyse de décider, oui, quand il dit on a besoin de renfort, c'est là on a la carte des moyens qui est disponible sur les plateformes numériques qui sont prêts. Donc on les déplace suite à des instructions rapidement et le plus important c'est la mobilisation. D'accord. Qu'est-ce qu'on a utilisé et qu'est-ce qu'on a utilisé pour ce dernier incendie Tipaza et qu'est-ce qu'on a mobilisé? Donc combien d'hommes? Bon, 400 bonhommes, bonhommes exactement, 407 éléments de tout garde confondu et 97 engins d'extinction moyens, légers, moyens et des grands camions notamment pour l'alimentation. Ainsi que les camions de nos
confrères civils ainsi que collectivités locales, l'hydraulique. Il y a aussi même des moyens qui ont été parvenus par des wilayas, notamment l'habitation, l'OPJ, qui ont été présents. En plus de ce que vous avez, vous, protection civile. Parce qu'on on avait besoin de tout type de camions. C'était un peu des terrains accidentés. Par exemple, nos camions de 12 000 litres, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire monter les pistes pour alimenter. On a utilisé les camions de nos confrères d'ADGR avec 3 000 litres. Ils sont allégés rapidement pour alimenter les camions qui ont été sur le lieu, c'est-à-dire sur des points bien précis pour rester dans les lignes de front pour détourner et procéder à l'extinction. D'accord. Monsieur Fridas, quels sont les conseils que vous pouvez donner en attendant c'est l'analyse de ces 191 hectares de forêt et d'arbres fruitiers qui ont été touchés. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant, les agriculteurs, les forestiers, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, après cet incendie qui est tout proche Tipaza, qui est très visité par les gens de l'Algérie. Elle est très visitée, il y a beaucoup d'endroits très très beaux avec des vues magnifiques. Bien sûr, il y a beaucoup de populations, il y a beaucoup de citoyens qui préfèrent visiter Tipaza, non seulement dans la période estivale, mais hors saison, je veux dire, c'est tellement... Donc pour cela, si vous permettez, madame, juste j'ajoute quelque chose que mon collègue M. Bernawi a bien expliqué. Il y a l'interopérabilité des secteurs et on s'aligne après la protection civile. D'ailleurs, il y a un poste de commandement qui était installé par monsieur le directeur général de la protection civile dans la wilaya de Tipaza. Mais il y a aussi la diversité des moyens. Donc, il y a tout type des moyens. Et ça, c'est un point très fort pour l'Algérie maintenant, parce qu'il y avait des années... Bien sûr, maintenant il y a l'expérience avec tous ces incendies de l'expérience que nous avons vécu. Voilà. Maintenant, vous le savez. Pour les conseils, si vous permettez, madame. Donc, il n'y a pas une stratégie efficace qui va écarter le rôle important de la citoyenneté. Oui. Donc, et pour cela, pour ceux qui décident les petites broussailles, des broussailliers, voilà, est-ce qu'on peut leur parler un peu? Donc, pour cela, il faut éviter toutes sortes des gestes disons irresponsables qui peuvent compliquer l'existence. Il faut pas être égoïste. Il faut penser pas à l'individu, il faut penser à la communauté. C'est-à-dire ça peut apparaître très insignifiant d'avoir de brûler des rémanents pour nettoyer par exemple un jardin ou un terrain agricole, mais les conséquences peuvent être très dévastatrices. Moi, dans ma carrière, j'ai vu même il y a des randonneurs où par exemple, il laisse, c'est juste un exemple, il laisse les barbecues qui ne sont pas bien malheureusement. Éteintes. Je pense qu'il y a une culture. Nous essayons de sensibiliser sur cette question. Il y a plus de sensibilisation. Ce qu'on insiste le plus, c'est d'éviter le maximum des gestes qui peuvent provoquer des incendies durant les conditions qui sont défavorables, parce que je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ressenti les chaleurs de ce week-end. Bien sûr. Allez-y, monsieur, vos derniers mots, monsieur Boualem, avant de nous quitter. Ajouter la contribution de l'Office par rapport dans la lutte contre le feu de forêt. Donc, en plus du bulletin quotidien et des BMS, donc on divise aussi un bulletin feu de forêt destiné à nos partenaires, un bulletin qui est basé sur le calcul des indices. Donc, à partir, ce bulletin est divisé à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre. Avant, c'était entre 1er septembre à 1er juin à 30 septembre. Mais à partir de 2024, et suite à une sélection des autorités, bien sûr, on divise les bulletins entre 1er mai et 31 octobre. Ce bulletin est basé sur le calcul des indices. Cette fois-ci, on a ajouté d'autres indices. Donc, il y a le 3 indices, il y a le HWDW, le FWE et le KBD. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que vous parlez aux auditeurs qui ne sont pas... Voilà, c'est des indices. Voilà, c'est des forêt météo, voilà. Et on a mis aussi à disposition... de prévision des incendies. D'accord. Effectivement, on a mis à disposition une plateforme de visualisation à mettre Forest Fire, qui permettent, qui facilitent la tâche. En tout cas, il y a une coordination avec tous les secteurs. Un dernier mot avant de nous quitter, monsieur le colonel-lieutenant Bernawi.
Quels sont les conseils rapides à donner aux auditeurs qui sont dans les forêts et les montagnes? Il ne faut pas être négligent, il faut toujours être attentif et suivre aussi les différentes bulletins météo spéciales, que ce soit la canicule, les vents, et actuellement aussi on annonce une baisse de température autour des pluies ainsi que de la neige. Faites attention, donc les accidents liés à la vie courante ils sont toujours présents, le monoxyde de carbone aussi, les accidents domestiques et les accidents de la route malheureusement, comme ce matin 17 blessés, à Mostagana, mais avec un bilan 4 morts durant les 24 heures, et ça ne s'arrête pas, et il faut être plus vigilant, il faut que le citoyen s'intègre à cette politique de prévention. Donc il faut travailler là-dessus, prévention, et vous n'êtes pas tout seul quand vous êtes dans une forêt ou dans un parc ou dans votre terrain pour désherber. Merci à vous messieurs d'avoir été avec nous dans Service Public, il est 10h56, donc faites attention, nous avons une belle forêt, celle de Tipaza, j'espère monsieur Saïd Freitas qu'elle va refleurir et que nous aurons des arbres pour une opération lancée, qui sait, pour plantation. Merci à vous, monsieur Boualem Saïh, chargé de mission auprès de l'Office national de la météorologie, monsieur Saïd Freitas, sous-directeur de la protection forestière, et le colonel-lieutenant Bernaoui, toujours fidèle au poste de la protection civile. Il est 10h58, on se retrouve demain pour un autre sujet.